Donc, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce second webinaire régional MSP et Centre de santé, aujourd'hui sur l'indicateur implication des usagers. Je me présente, je m'appelle Sabine Labattu et je suis à la coordination régionale pour l'assurance maladie. Quelques rappels sur les règles en mode webinaire. Les micros et caméras sont coupés pour les auditeurs. Le webinaire est enregistré, vous l'avez entendu. Le mode question-réponse est activé. Attendez la fin toutefois de la présentation pour poser ou envoyer vos questions. La réponse sera peut-être dans les développements. Une précision, si vous pouviez, en envoyant vos questions, indiquer de quelle organisation vous appartenez, centre de santé, MSP, assurance maladie ou ARS, ça facilitera les réponses. Et enfin, nous essaierons de faire une fac après le webinaire. Pourquoi aborder ce sujet de l'implication des usagers? L'implication des usagers est venue consolider et revaloriser l'indicateur optionnel existant sur la satisfaction des patients en élargissant le périmètre d'action des structures. Bien qu'optionnel, cet indicateur est incontournable pour les exercices coordonnés qui souhaitent améliorer l'efficacité et l'impact des soins. Cette démarche doit être partagée par l'ensemble des équipes. Elle est d'ailleurs un des indicateurs rémunérant l'axe accès aux soins. L'implication des usagers n'est pas un objectif isolé, comme c'était le cas de la démarche qualité. C'est un levier global de transformation au service des patients, des professionnels et du système de santé. Les résultats de cette démarche, comme toutes les actions des MSP ou des centres de santé, dans le cadre de l'exercice coordonné, doivent permettre de faire évoluer le projet de santé. Cet indicateur nécessite d'appréhender deux aspects qui seront nos objectifs du jour: la philosophie de ce qu'est l'implication des usagers et les attendus de cette démarche dans le cadre de l'ACI ou de l'accord cadre, avec comme corollaire du financement par l'assurance maladie des justificatifs. Donc on insiste bien sur le fait que cet indicateur est optionnel, que la structure choisit si elle souhaite ou pas de le remplir, mais on rappelle que c'est un objectif structurant comme l'indicateur sur la démarche qualité. Quelques précisions préalables. La demande de justificatif pour l'octroi de financement n'est ni une formalité inutile, ni une suspicion a priori, mais c'est bien une contrepartie indispensable et obligatoire pour assurer la transparence, la conformité et la gestion efficace des financements issus de fonds publics. Les engagements conventionnels sont pris notamment avec l'assurance maladie, dont les binômes référents des organisations coordonnées, les ROC, administratifs et médicaux, sont vos interlocuteurs pour répondre aux questions sur les cas d'espèce. Bien conscient des négociations en cours, le contenu du webinaire fait état des attendus tels que connus à ce jour. Tout changement et précision à venir vous seront communiqués par vos ROC, notamment par vos ROC. L'indicateur sur l'implication des usagers serait repris dans l'architecture du nouveau modèle, mais en supprimant les niveaux pour permettre d'évaluer la satisfaction et les besoins exprimés par les patients, ou encore d'aboutir dans une forme de codécision. Mais à ce jour, rien n'est tranché, les négociations sont toujours en cours, comme je vous l'ai dit. Une vue sur l'indicateur dans les MSP et les centres de santé, avec une idée de son évolution d'une année sur l'autre dans leur progression sur les différents niveaux. C'est un indicateur optionnel qui a été atteint dans son premier niveau par plus de 70% des centres de santé et des MSP rémunérés pour l'exercice 2024. 33% des MSP ayant été rémunérés sur cet indicateur ont atteint le niveau 2, contre 15% des centres de santé. Pour mémoire, l'atteinte du niveau 2 est conditionnée à l'atteinte du niveau 1 et les deux niveaux peuvent se cumuler. Euh, pour vous exposer ce double objectif, nous avons voulu travailler leur contenu lors d'échanges communs pour les exercices coordonnés que représentent les MSP et les centres de santé, en présence notamment de la FECOP avec Manon Reynal, sa directrice, et Chloé Sinotte. Manon, si tu veux dire deux mots, ça sera deux mots, parce que le webinaire, c'est vrai que la dernière fois, on ne l'avait pas rappelé d'entrée, c'est 1 heure, de 13 à 14 heures. Manon, je ne sais pas si tu veux dire deux mots. Bonjour, ça fait déjà un, et merci à tous d'être connectés. Juste vous dire en effet que on a co-construit ce webinaire pour mener des bases pédagogiques pour la sensibilisation de l'implication des usagers, pour que les équipes puissent passer à l'action et pour certaines qu'elles puissent renforcer le partenariat. Et surtout, vous allez voir sur le défilé, on a mis en place et on a mis en exergue des ressources utilisables par les équipes grâce au travail du COPS. Et il y a des accompagnements locaux aussi, je le dis d'avance, parce que cette présentation, elle peut être un moment de crispation, de frustration parfois, on l'a vu la dernière fois, mais elle a vraiment été travaillée pour apporter des réponses et pas que des questions aux équipes.
Merci et S'occupe merci de moi. Marie de la précision. Donc avec la FECOP, mais aussi la Fédération nationale des centres de santé avec Jérémy Malek-Lamy, son député Occitanie, et Élodie Bramandon, mais qui n'est pas parmi nous cet après-midi. Jérémy, si tu veux nous dire aussi deux mots. Alors, délégué, hein, député, c'est pas pour tout de suite. Bonjour. J'ai dit député, autant pour moi. Bonjour à toutes et L'actualité. tous, toujours un plaisir de se retrouver comme ça en coopération aussi nombreux. Pour ajouter au propos de Manon, ça peut faire peur l'implication des usagers, c'est une démarche vraiment à prendre euh, avec sans aucune pression. On s'adresse à des structures qui ont atteint un certain niveau de maturité, ça c'est important à savoir. Et les outils qui vont être présentés sont vraiment applicables aussi bien en MSP que en centre de santé. On travaille sur la même philosophie avec à peu près les mêmes outils, donc il y a très très peu de différence. Voilà, c'est pour ça que c'est ce qui justifie aussi ces webinaires communs. Merci de la précision, Jérémy, délégué Occitanie. En présence aussi de France Asso Santé, avec André Guinvarch, président de France Asso Santé Occitanie, et Marina Labisquère. Marina, si tu veux à ton tour dire deux mots. Bonjour à tous, merci de vous être connectés et puis merci à tous ceux qui sont dans les panélistes là et merci à l'assurance maladie, particulièrement au COPS, de nous avoir associés à ce projet et à l'idée justement d'impliquer autant les professionnels que la représentation aussi au nom de France Asso Santé des associations agréées d'usagers du système de santé. Donc nous, on est à ce titre impliqués à ce jour. Puisqu'on a deux mots indiqués, je voulais juste peut-être cibler les chiffres qui sont issus de notre enquête BVA qui avait été réalisée en 2021. Ça commence à dater un petit peu, mais je pense que c'est toujours d'actualité. Parmi 1000 habitants d'Occitanie qui avaient été sondés, 80% des habitants souhaitaient voir se développer les regroupements de professionnels de santé près de chez eux et 47% étaient intéressés pour s'impliquer auprès des équipes de ces structures, pour échanger sur l'accès aux soins sur les territoires, la coordination des soins, la relation soignant-soigné et la prévention en matière de santé. Donc de ce constat, pour nous, France Asso Santé Occitanie, on souhaitait absolument s'associer avec les acteurs régionaux que vous êtes tous présents et pour pouvoir justement travailler sur l'information auprès des usagers, mais surtout leur niveau d'implication possible avec vous, avec les équipes, dans une démarche commune de projet et de partenariat, parce qu'on est persuadé que ce sera dans une idée d'amélioration de la qualité pour les usagers et pour les professionnels. Merci Marina de ces chiffres qui éclairent le webinaire aussi d'aujourd'hui. Donc, on a parlé de la FECOP, de la Fédération des centres de santé, France Asso Santé. L'ARS impliquée sur la démocratie en santé et les droits des usagers, en présence de Mélanie Sarion de l'ARS Siège, qui va préciser l'engagement de l'agence sur le sujet. Oui, bonjour à tous. Mélanie Sarion, Agence régionale de santé Occitanie et référent démocratie en santé. On est ravis de l'organisation de ce webinaire à l'attention des professionnels aujourd'hui parce que l'implication des usagers, c'est un axe fort, c'est un axe essentiel pour l'ARS Occitanie et qui est inscrit aussi dans son PRS. C'est dans un contexte qui évolue sans cesse et où les attentes et les besoins de santé évoluent. Il est indispensable aujourd'hui de travailler en partenariat avec les usagers, de prendre en compte leur expertise, leur expérience, leur donner une voix légitime dans la co-construction des actions qui les concernent. Donc pour nous, l'implication des usagers, c'est essentiel et on est vraiment ravis que tous les professionnels puissent s'impliquer sur ces sujets-là. Merci. Merci Mélanie. Et enfin, nos intervenantes du jour pour le COPS et les ressources sur les partenariats pour les usagers, Fabienne Ragingir et Fidéline Clermont, à qui je cède la parole et que je remercie encore. Merci beaucoup Sabine. Donc à notre tour, on remercie tous les membres du groupe de travail et toutes les personnes présentes aujourd'hui et les inscrits qui verront ça plus tard. Donc aujourd'hui, on fait une présentation à deux voix au Centre opérationnel du partenariat en santé avec ma collègue Fidéline Clermont qui est professionnelle de santé partenaire et moi Fabienne Ragingir qui suis patiente partenaire.
Quelques mots sur ce dispositif ressources en Occitanie. C'est pas une structure, c'est un dispositif porté par une association qui s'appelle Savoir Patient, qui n'est pas une association de patients, mais une association de porteurs de la démarche de partenariat en santé, professionnels, patients, proches aidants, associations, personnes accompagnées. Et c'est un dispositif qui est financé à 100% par l'Agence régionale de santé Occitanie. Donc, ce dispositif porte cinq missions et une vingtaine d'actions pour, d'une part, diffuser la culture du partenariat en santé avec des documents de référence, des fiches, des partages d'expériences, une plateforme ressources collaborative qui est ouverte à tous, où vous pouvez aller, par exemple, consulter ou vous inscrire sur les répertoires pour trouver des patients avec qui travailler, des professionnels de santé qui sont déjà engagés dans cette démarche-là. Un forum de discussion aussi pour échanger de façon asynchrone. On organise aussi des temps d'échange. Par exemple, ce soir en Ariège, la soirée départementale du partenariat en santé. 2 journées régionales par an. La prochaine, le 23 septembre à Narbonne. Et puis, ben voilà, des espaces pour pouvoir se retrouver, échanger, prendre du recul, se donner des idées, se donner des ressources, se donner des actions. Ça, c'est la partie diffusion-animation. Pour développer les pratiques des personnes et des organisations, on fait des appuis. Et notamment pour les soins primaires, des appuis ont été faits avec la FECOP et on espère que les partenaires pourront en faire encore plus. Et puis on contribue aussi à des événements ponctuels. On a des groupes d'analyse de pratiques pour les patients partenaires, pour les professionnels de santé partenaires et des groupes mixtes. Et on fait aussi des compagnonnages auprès des personnes, qu'ils soient patients, qu'ils soient professionnels de santé, pour s'engager encore plus dans le partenariat en santé, s'orienter, poser des questions, etc. On a une mission d'évaluation d'impact avec un baromètre, une mission d'impulsion sur des thématiques terrain. Donc, par exemple, on a un groupe de travail soins primaires, on a un groupe de travail sur le partenariat en santé et la qualité de vie au travail, un comité technique qui va s'ouvrir sur comment créer des outils pour recruter et intégrer des patients partenaires de façon pérenne dans une organisation. Et donc, tout ce dispositif est développé avec une gouvernance participative. Donc, le COPS rassemble des acteurs, que ce soit des structures ou des personnes qui, dans toute leur diversité, avec leurs expériences, leurs savoirs, leurs compétences complémentaires, qui sont tous engagés dans cette démarche de partenariat en santé dont on va parler aujourd'hui. Donc, cette gouvernance incarne le partenariat et opérationnalise son développement. Donc, parmi les membres que vous voyez autour de la table de l'écran aujourd'hui, la FECOP et France Asso Santé sont membres du comité de pilotage du dispositif et plusieurs maisons de santé ou centres de santé sont membres du comité des partenaires qui grandit de jour en jour. Du coup, si je passe... Ah oui, si Sabine, tu peux passer à l'image suivante. Alors, on Même va confort. vous parler de partenariat en santé et essayer de vous expliquer un petit peu en quoi consiste cette démarche. Si tu veux bien passer, Sabine, s'il te plaît. Donc, cette démarche, elle a été inspirée ce qu'on appelle le modèle de Montréal, hein, et c'est ce qu'on connaît bien. On est passé d'un modèle qui était centré, qui était destiné vers le patient, avec un positionnement des professionnels de santé plutôt paternaliste, à un mode de fonctionnement pour le patient, où on a mis le patient au centre de nos préoccupations, certes, mais toujours en l'excluant de ce cercle de professionnels, hein. Il était au centre. Et donc, ce que l'on propose avec le modèle actuel, si tu veux bien passer pour avoir l'animation, c'est de faire avec le patient, donc de l'inclure sur ce cercle de professionnels et de vraiment penser avec le patient, s'inspirer de son expertise de la vie avec la maladie et ou avec le handicap. Donc c'est une reconnaissance de la complémentarité des savoirs pour aller toujours vers une meilleure pertinence des soins, une plus grande qualité des soins. Donc c'est reconnaître que vivre avec la maladie ou un handicap, c'est acquérir des connaissances et des compétences complémentaires avec les connaissances qu'on peut appeler académiques des professionnels de santé. Et c'est reconnaître la relation d'interdépendance et de coopération entre les patients et les soignants. Et donc non plus penser pour, mais penser avec et pour les usagers et les patients. Si tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît, Sabine.
Donc voilà, ça c'est la terminologie, le lexique en français. On se situe sur le continuum de l'engagement, de la participation des usagers. Dans les soins primaires, on dit l'implication des usagers. Vous avez une recommandation de la Haute Autorité de Santé, soutenir et encourager l'engagement des usagers dans les secteurs social, médico-social et sanitaire qui explique ça. Donc, être en relation avec les usagers, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, ben, ça peut déjà passer par un échange d'informations. Et là, on est dans le respect du droit des usagers et de chacun, enfin, dans les échanges, un niveau très faible de participation. On peut ensuite consulter les usagers, leur demander leur avis. Donc déjà, on s'intéresse à ce qu'ils pensent. Après, on en fait quelque chose ou pas. On peut collaborer avec les usagers, c'est-à-dire de façon, commencer à travailler avec eux sur des sujets ponctuels. Et puis, on peut être en partenariat avec les personnes concernées. Et là, on rentre dans l'univers du co, c'est-à-dire que on fait avec, comme le modèle de Montréal le dit. Nous, on dit souvent qu'on pense et qu'on agit ensemble. Donc, avec cette notion de co-décision, de co-construction, de co-mise en œuvre, on met ensemble les mains dans le cambouis autour d'un projet de santé. Ce qui est au centre, ça sera un projet de santé, un projet d'une personne. Ça peut être le projet de vie d'une personne dans la relation individuelle de soins. Ça peut être le projet de santé d'une structure d'exercice coordonné. Ça peut être un projet pédagogique dans la formation. Enfin, c'est très varié. Donc, ce qu'on peut retenir dans le partenariat en santé, c'est que les usagers ne sont pas des consommateurs. On ne se contente pas de prendre en compte leurs besoins, on mobilise leurs ressources, les ressources qu'ils peuvent eux-mêmes proposer, leurs idées. Et voilà, et on va aller encore plus loin dans ces éléments. Du coup, sur les acteurs, je vais laisser la main à Marina pour donner des infos sur les acteurs au savoir, compétences et perspectives complémentaires. Merci Fabienne. Donc en effet, pour rebondir à ce qui vient d'être abordé, en effet, vous allez entendre, vous avez déjà entendu peut-être des terminologies assez différentes quand on parle partie usagée ou quand on parle du partenariat en santé. Et en effet, on peut indiquer qu'au même titre que ce que l'on peut retrouver dans le domaine professionnel avec des métiers, des formations différentes, des dénominations différentes, donc des compétences et des savoirs différents, ça va être un petit peu la même chose côté usager et côté partenaire en santé, puisqu'on va avoir des savoirs, des compétences et des perspectives qui vont être particulièrement complémentaires. Donc, ça ne veut pas dire que si vous saisissez ou si vous échangez à un moment de votre projet avec un membre d'association, ça exclurait dans un autre moment du projet que vous vous orientez plutôt vers un usager partenaire en santé de façon plus générale. Alors, du coup, pour expliquer et pour exposer un petit peu la diapositive actuelle, l'idée, c'est de se dire que il y a des acteurs, savoirs et compétences, perspectives différentes. Les usagers du système de santé, c'est ce on va appeler usagers, donc personnes en soins, personnes accompagnées ou proches aidants. Donc tout ça englobe la terminologie usager. On peut retrouver un citoyen engagé, particulièrement vous en tant que maison de santé, l'habitant du quartier de proximité de la maison de santé. C'est un citoyen engagé qui potentiellement va bien vouloir mettre au service de la maison de santé ses savoirs, son vécu en tant que, et puis de partager aussi des projets autour du même territoire euh, où se trouve la maison de santé et où il réside particulièrement. On a également les membres d'associations. Donc en effet, nous, en tant que France Asso Santé, l'Union nationale des associations agréées d'usagers, on peut avoir donc en effet des associations agréées ou non agréées en santé, des associations donc de quartier potentiellement qui pourraient être intéressées, des associations agréées du système de santé. On peut vous citer les plus connues, la Ligue contre le cancer, France Alzheimer, etc., qui sont des associations qui ont un agrément, qui ont déjà un pied dans la santé et une connaissance du système de santé, qui œuvrent déjà dans le système de santé. Et parmi ces membres d'associations agréées, je passe juste à côté à votre droite, il y a les représentants des usagers, partenaires. Donc ces représentants des usagers, ce sont des membres d'associations agréées du système de santé qui ont une formation à la représentation des usagers.
Donc, ils siègent dans des instances du système de santé, mais potentiellement, en parallèle de leur exercice de représentant des usagers en commission des usagers d'établissements de santé ou sur le territoire départemental en Occitanie, ils peuvent aussi s'intéresser aux maisons de santé et vouloir s'impliquer d'une façon complémentaire à leur représentation des usagers au sein même de votre maison de santé. Et puis donc en effet, il y a tout ce volet usagers partenaires en santé où on va retrouver en effet patients, proches aidants, personnes accompagnées, patients, personnes accompagnées, proches aidants, partenaires. Donc aussi ne pas oublier les proches aidants, particulièrement sur certaines situations de vie, peuvent être particulièrement des partenaires en santé pour d'une part aussi évoquer leur vécu, leur expérience, leur savoir, du fait d'accompagnement d'un proche aidant en situation qui vit une maladie ou un handicap, mais aussi exprimer et être aussi mobiliser ses ressources et ses besoins aussi en tant que proche aidant. Donc ça, c'est quelque chose aussi à souligner. Bien entendu, tout ça, tous ces profils et ces perspectives et ces ressources et savoirs des usagers se complètent avec, donc en haut à gauche, les professionnels du système de santé partenaires. Donc tous, on a une vision globale des profils que vous pourriez retrouver, vous, dans votre territoire, au sein de chez vous, donc qui pourraient être mobilisables en fonction aussi de la partie du projet, ou en fonction du projet que vous auriez en réflexion, et en fonction des besoins que vous identifiez aussi premièrement de la part de vos usagers de maison de santé et de la part de l'équipe. Merci Marina pour ces très claires informations. Donc le partenariat en santé, en résumé, pour rester dans les explications, c'est cette démarche qui permet de reconnaître, d'écouter, de partager tout ce que ces différents acteurs peuvent apporter, leurs expériences, leurs savoirs, leurs compétences, car tous autant qu'ils sont, ils en ont, et par une démarche de co-construction, de co-décision, de co-réalisation, eh ben, penser et agir ensemble les projets dans le but d'améliorer la qualité des soins et des accompagnements, les parcours de santé, la qualité de vie au travail et la qualité de vie de tous. Donc vous pourrez en recevant le support télécharger une définition co-construite avec les différents acteurs du partenariat en santé en Occitanie, sur le partenariat en santé. Du coup, Sabine, maintenant, pour rentrer plus dans le concret, encore plus dans le concret des maisons de santé et des centres de santé. Donc, on va essayer de vous présenter un petit peu pourquoi maintenant impliquer les usagers, vous en tant que maison de santé et centre de santé, ce que ça peut vous apporter. Bah déjà, c'est pour améliorer l'efficacité et l'impact sur les soins, pour une meilleure adéquation entre l'offre, les besoins et les demandes en santé. Donc ça, c'est clairement en lien avec la qualité et c'est ce qui nous anime depuis enfin, le premier webinaire et celui-ci. Donc c'est vraiment être au plus proche des demandes des personnes, des usagers, parce que quand on est professionnel de santé, on veut toujours bien faire, mais parfois on peut passer à côté si on ne recueille pas correctement les besoins des personnes, et c'est d'où l'intérêt du partenariat en santé. Donc c'est enrichir sa réflexion, créer des actions de promotion et de prévention de santé. Et ça, en premier recours, c'est vraiment aussi une grande part de votre cœur de métier. Donner place à la vie démocratique, on l'a vu, parce que les utilisateurs, c'est les personnes qui sont proches de vous, c'est les citoyens en premier lieu, et c'est important de leur donner une voix dans le système de santé. Des usagers, des interlocuteurs qui sont indispensables donc pour partager des hypothèses sur l'organisation des soins, pour arrêter de le penser seul, mais avec les personnes qui vont avoir usage de la maison de santé ou du centre de santé. Échanger sur des conditions d'accueil, sur la confidentialité. Il y a parfois des retours très pertinents des usagers de choses auxquelles on n'aurait pas pensé. De s'exprimer sur les besoins qui sont non visibles, auxquels nous, on ne pense pas forcément quand on n'est ni porteur d'une maladie ou d'un handicap, et contribuer à la mise en œuvre de l'évolution du projet de santé pour que votre projet de santé soit vraiment quelque chose de vivant et qui vive avec les usagers qui sont au cœur de vos pratiques.
Donc, si on reprend le fameux continuum auquel on peut rattacher les deux niveaux de l'indicateur implication des usagers avec des exemples concrets, ça illustre un peu la méthode des petits pas, comment aller de plus en plus vers le partenariat en impliquant les usagers. Sabine, si tu veux bien, la première brique, eh ben, c'est l'information. Donc déjà, donner des infos enfin, de santé publique, des actions qui encouragent les usagers à s'engager dans leur propre santé ou à s'engager dans le système de santé. Donc c'est voilà, diffuser de l'information un peu générique et recenser, pourquoi pas, les différents partenaires. L'étape suivante, ça va être la consultation, aller chercher l'avis ou le besoin. Donc ça, on est beaucoup dans les pratiques aujourd'hui du système de santé à cette étape de consultation, aller chercher les idées, les questionnaires de satisfaction, des questionnaires spécifiques, organiser par exemple une soirée thématique sur la fin de vie, le Covid, où on va aller prendre les besoins et les idées des usagers sur une temporalité donnée. Un pas plus avant, ça va être de se mettre dans une relation de collaboration avec les usagers. Donc, organiser des temps de travail collectif sur des thématiques spécifiques. Je sais pas, créer une affiche pour le coup, par exemple, sur une action de santé publique, de prévention, avec les savoirs des personnes concernées. Donc, là, on tend vers le partenariat. On est déjà sur le niveau 2 de l'implication des usagers. Mais c'est sur une production un peu ponctuelle, sans pérennité ou sans codécision. Et une réelle démarche de partenariat, là, on sera vraiment sur le agir et penser ensemble sur le long terme de façon intense. C'est vraiment faire équipe avec les usagers. De la même façon où les professionnels en structure d'exercice en j'y arrive jamais. Les professionnels un exercice coordonné en soins primaires font équipe avec leurs différentes casquettes, différentes lunettes, différents savoirs. Bah, l'usager, c'est un autre membre de l'équipe avec ses propres savoirs. Et donc là, bah, vous allez avoir un peu plus tard ou juste après, je ne sais plus, plusieurs exemples de patients qui interviennent sur le long terme, par exemple en éducation thérapeutique, dans les soins, dans la recherche, dans la qualité, pourquoi pas. Voilà. Donc, si tu veux bien, Sabine, s'il te plaît, passer la slide suivante. Donc, il y a de nombreux champs d'application de ce partenariat en santé, que ce soit dans les diagnostics territoriaux ou de la population qui est accueillie, dans les actions de santé publique, d'accompagnement et de soutien des usagers, dans des actions d'évaluation, de formation, de recherche, comme l'a dit Fabienne, mais aussi ça peut aller jusqu'à la gouvernance. Alors, concernant la gouvernance, c'est vrai que c'est des sociétaires via les CISA. C'est des termes qui sont un petit peu codifiés, ça paraît difficile de penser et d'agir avec les usagers dans ces contextes très codifiés. Et pourtant, on pourrait, s'il y a une association sous-jacente, la faire intervenir et aussi créer des comités pour pouvoir intégrer la vision de ces usagers. Donc, il faut vraiment être dans l'innovation, dans la recherche de moyens et de solutions parce que finalement, c'est possible, on peut y arriver. On vous donnera des exemples concrets de choses qui sont faites en partenariat avec les usagers. Vous verrez que ça peut aller peut-être au-delà de ce que vous pourriez imaginer en premier lieu. Voilà. Donc, tous ces champs d'application possibles, donc notamment la gouvernance qui peut sembler plus difficile dans les maisons de santé, mais qui est possible avec les façons qu'ont expliqué Manon et Phidéline, et qui est plus simple peut-être dans les centres de santé. Du coup, maintenant, on va passer au plus intéressant, des projets concrets menés dans une démarche d'implication des usagers voire de partenariat en santé dans les soins primaires. Donc, bien sûr, tout n'est pas cité. Moi, j'aime bien l'exemple aussi des patients qui participent au RCP et qui montrent voilà, que cette implication, elle est possible, elle est utile dans les différents domaines que l'on vient de voir. Donc, pour illustrer tout ça, Jérémy de la FNCS et Manon et Chloé de la FECOP vont vous donner quelques exemples. Jérémy, peut-être, si tu veux commencer.
Oui, bah, avec plaisir. Je vais revenir effectivement sur les trois niveaux hein, que tu as cités, Fabienne. D'abord l'information en centre de santé, en tout cas en structure d'exercice coordonné, elle peut prendre des formes diverses et variées. Quelque chose qui fonctionne bien en matière d'information sur ce premier niveau, c'est une lettre d'information qui peut être envoyée par courriel. Des outils existent pour cela. C'est le moyen le plus rapide d'informer les patients. Il peut y avoir aussi des panneaux d'information dans les salles d'attente, les salles d'accueil, les salles d'animation des centres de santé. Et puis, je dirais que l'idéal aussi, et là on passe au niveau de la consultation, ça va être l'accueil par un médiateur en santé ou une médiatrice en santé quand c'est possible, dans une salle d'attente de la structure d'exercice coordonné, là en l'occurrence du centre de santé. Sur les outils de consultation, bien évidemment, il y a les questionnaires. Il peut y avoir aussi des participations à des études. Quand on accueille des étudiants, par exemple, sur des projets de doctorat, de mémoire également, on peut solliciter les patients pour participer à ces études. Puis enfin, la collaboration, et ça, c'est, je dirais, la cerise sur le gâteau de l'implication des usagers en centre de santé, Fabienne, où tu le disais tout à l'heure, il est plus facile peut-être d'impliquer les patients dans la gouvernance des centres de santé et surtout dans les structures associatives. Pour rappel, et pour ceux qui ne connaissent pas les centres de santé, deux modes de gouvernance, deux modes de portage sont possibles. Les centres de santé, soit portés par des collectivités territoriales ou le milieu hospitalier, soit par le secteur associatif à but non lucratif. L'implication des usagers dans la gouvernance, elle est possible sur de multiples plans. Là, on a dans l'Hérault, par exemple, l'exemple d'un centre de santé gouverné par les patients en partenariat directement avec l'équipe de salariés. Il s'agit d'un centre de santé communautaire. Et puis, il peut y avoir d'autres formes avec une version, je dirais, plus classique de la représentation associative avec différents collèges, un collège d'experts, on va appeler ça comme ça, en tout cas un collège de personnes qui ne sont pas directement impliquées dans le quotidien du centre de santé, un collège de salariés, un collège de patients. Tout est possible en fonction de la volonté de chacun et généralement ça se passe très très bien, ça fonctionne très très bien parce que cette implication ultime du patient vient évidemment enrichir le travail des équipes sur le terrain. Merci Jérémy. Et Manon, Chloé, vos exemples. Alors, les exemples sont assez éloquents sur le diaporama. Et puis, ce qu'a énoncé Jérémy, finalement, peut être complètement transposable aux maisons de santé, à ceci près que, comme je vous l'avais envoyé, Fidéline et Fabienne, les gouvernances des maisons de santé, enfin, structurellement et juridiquement, c'est des CISA. Donc, elles sont un petit peu enfin, elles font pas de place à d'autres personnes que les professionnels de santé reconnus au Code de santé publique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des patients en chefferie de projet, en co-chefferie de projet ou en co-construction sur des projets. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ouvrir des comités des usagers au sein des maisons de santé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des patients signataires de projets de santé. Donc, au-delà du mot de gouvernance, en effet, je pense qu'on peut aller vraiment sur du partenariat avec des coprises de décision avec les usagers sur un bon nombre de projets portés par les maisons de santé. Après, je pense que les maisons de santé d'Occitanie, pour celles qui s'y sont engagées, ont déjà engagé beaucoup de travaux sur le volet information et consultation, qui sont souvent aussi le préalable à des améliorations de leurs pratiques auprès des patients, sur leur communication auprès d'eux notamment. Peut-être juste en profiter pour vous dire, comme je le disais tout à l'heure, qu'on a mis en place des ressources. J'ai vu que c'était demandé tout à l'heure dans le volet questions-réponses. Ces ressources, c'est des retours d'expérience des équipes qui sont passées à l'action du partenariat en santé. Donc, elles expliquent en effet ce qu'elles ont fait, comment elles l'ont fait, pourquoi il y a eu cette nécessité-là et comment ça s'est construit. Et c'est toujours plus intéressant que des grands discours théoriques sur ce que peut être l'implication des usagers. Donc, on vous les fera passer en suivant.
Et puis peut-être un exemple là qui est inscrit, alors enfin à mon sens c'était plutôt dans le 34 que dans le 11, mais une maison de santé qui avait un projet d'éducation thérapeutique pour les patients diabétiques qui portait depuis quelques années. Au bout d'un moment, on décidait d'intégrer un patient partenaire qui finalement lui se définit comme patient expert puisqu'il a ce niveau-là. Et ça a complètement chamboulé aussi leur façon d'organiser cette ETP au service des patients, puisque pour le coup, c'est au service des patients. Euh, ils ont complètement reconstruit ce programme d'éducation thérapeutique. Ils en sont parfaitement satisfaits et la satisfaction de la patientèle est beaucoup plus importante aussi. Voilà. Pour revenir sur des exemples un petit peu concrets du partenariat en santé, on reste en effet bien d'accord. C'est une démarche dans laquelle il faut aller pas à pas. On va pas passer du rien au tout, du tout au rien. Euh, et pour cela, le COPS et FECOP pour les maisons de santé sont bien présents à vos côtés, ainsi que France Asso Santé Occitanie. Donc n'hésitez pas à venir vers nous sur les changements de pratique. On sait que les tiers facilitateurs peuvent être aussi moteurs pour que les nouvelles pratiques s'intègrent au niveau des maisons de santé. Et je laisse la parole à Jérémy parce que il en est de même pour les centres de santé, mais ce n'est pas à moi d'en parler. Tu pouvais tout à fait en parler, bien évidemment, hein. Nous sommes aussi présents pour travailler cette mise en place de l'implication des usagers en parallèle du COPS, bien sûr. C'est un travail d'équipe, l'implication des usagers et puis de France Asso Santé, bien sûr, pardon, Marina et André. C'est vraiment un travail d'équipe, un travail qui se fait petit pas par petit pas, comme disait Manon. Il ne faut pas tout bousculer tout de suite. Il faut que la structure soit quand même assez mature. Il faut d'abord savoir identifier les patients qui pourraient être intéressés par cette démarche, parce que sans patients, l'implication des usagers, elle est assez compliquée. Mais on peut aussi, en sortant des patients, on peut aussi ajouter l'ensemble de l'environnement. Par exemple, quand on est installé en QPV, on peut travailler aussi avec les bailleurs sociaux qui sont vraiment des ressources en termes d'usagers et d'habitants essentielles aux démarches de prévention, par exemple, lorsque le centre de santé ou la MSP souhaite en mettre en place sur son territoire. Je peux en parler plus longtemps, mais laissons la parole aux autres. Du coup, sur les exemples, vous avez fait le tour de ce que vous aviez prévu. Fabienne? Ah bah oui, non, c'était. Si j'aime bien aussi parler, j'aime bien cet exemple du groupe de parole Parler cancer. En plus, il y a un webinaire où c'est exposé, où il y a une patiente partenaire ressource et une psychologue d'une MSP qui anime mensuellement des groupes de parole autour de la question du cancer. Et donc ça, c'est vraiment installé sur le long terme dans une maison de santé en Haute-Garonne. Et pour moi, ça illustre bien cette démarche de partenariat en santé, d'autant plus que la patiente est aussi valorisée au même titre que la professionnelle de santé. Euh, voilà. Merci pour ces exemples Peut-être si, parlants, oui. du coup, juste pour ajouter, c'est pas forcément dans le panel, mais en complémentarité, et puis pour rebondir avec ce qu'évoque Jérémy tout à l'heure, en effet, je pense qu'il y a la partie partenariat direct avec des patients partenaires en tant que personne et au niveau collectif, d'entité à entité. C'est pas forcément inscrit là tel quel, mais des partenariats avec des associations, associations de quartier et ou associations agréées. Ça fait partie aussi d'un volet possible, un partenariat au niveau collectif, et pourquoi pas de réfléchir à des conventions de partenariat, des choses plus formalisées, avec ce que l'on peut apporter les uns et les autres en fonction des missions de l'association en elle-même et en fonction de la mission de la maison de santé. Donc ça aussi, je me permets parce que c'est pas forcément dans les exemples, mais je pense que c'est quelque chose qui peut vous parler aussi en tant que maison de santé et centre de santé qui participent actuellement. Merci de ces précisions, Marina. Vous aviez un dernier point sur les ressources utiles, Fabienne et Fidéline? Oui, donc c'est des ressources utiles. Vous avez
un guide de la HAS qui s'appelle Engagement des usagers dans les maisons, centres et territoires de santé, avec notamment pas mal de fiches ressources. J'en ai déjà mis une pour répondre à une question dans le chat, et puis là, je vais en mettre une autre aussi dans le chat pour expliquer, qui explique bien pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller, engager les usagers dans les maisons et centres de santé. Ensuite, il y a ce document ressources de France Asso Santé Bretagne et de l'équivalent de la structure régionale d'appui en Bretagne, qui propose un document assez pédagogique et simple avec des exemples d'affiches pour impliquer les usagers dans le maison de santé. Et le meilleur pour la fin, je plaisante, mais c'est cet outil co-construit avec l'équipe opérationnelle de savoir patient pour le COPS, France Asso Santé, la FECOP. On connaissait pas encore les, les centres de santé sur le guide à destination des équipes coordonnées pluripro pour l'implication des usagers dans les soins primaires. Et en fait, ce qui vous a été présenté reprend pas mal des contenus de ce webinaire, et vous pouvez le télécharger librement sur les différents sites et il vous sera envoyé. Donc, encore une fois, en fait, ça reprend un peu le déroulé de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Je ne sais pas si Manon et Marina, vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet. Bah, peut-être le projet qu'on a mené aussi avec France Asso Santé, hein, pour impliquer un citoyen, il faut qu'il comprenne dans quoi on veut l'impliquer. Donc, il faut que l'offre de santé proposée par le centre de santé ou la maison de santé, il la comprenne, il la conçoive, il sache comment lui-même l'utiliser. Et ça peut devenir ensuite un ambassadeur, un partenaire ambassadeur de ce que peut faire, de ce que peuvent faire, pardon, ces structures pour la prise en charge des patients. Ça peut être aussi ça, le partenariat en santé. On l'a vu sur certains des exemples qui étaient sur la carto, hein. Les patients partenaires sont devenus aussi de vrais ambassadeurs de ce que peut faire la maison de santé, comment utiliser l'offre de services de la maison de santé. C'est toujours plus facile et plus compréhensible quand c'est explicité par un père que quand c'est explicité par une personne qui est un sachant tout autre. Voilà. Donc, il y a une vidéo grand public qui a été réalisée avec France Asso Santé Occitanie qui doit aider à cela, à la compréhension de ce que sont les maisons de santé, de leur offre de santé et des travaux de flyers qu'on est en train de conduire qui vont se surajouter à ces vidéos qui seront utilisables par toutes et tous. Et pour ces précisions, Fabienne, oui, vous aviez autre chose à rajouter peut-être? Non, simplement pour vous dire que dans le diaporama, il y avait des ressources aussi tout au long de ce qu'on a présenté sur les usagers, sur les mots pour se comprendre, parce qu'il y a aussi des questions dans le chat sur est-ce qu'on parle de patients experts, d'usagers partenaires, de patients partenaires. Donc il y a un lexique, si on peut dire ça comme ça, occitan qui a été construit. Et donc vous avez les ressources sur la plateforme Partenariat en santé. Et le lien est sur une des diapositives qu'on vous a présentées. Et voilà, avec des petites ressources utiles que vous pourrez trouver pour vous repérer sur toutes ces questions du partenariat en santé, de comment parler aussi. Merci. Oui, le lien, il est remis à la fin du diaporama et on l'enverra à chacun des organismes et je l'enverrai à tous les ROC de la région pour envoyer le diaporama aux personnes intéressées. Merci, Sabine. Le dernier point, si on en revenait aux pièces justificatives, le principe, c'est que tout document qui permet d'attester, tout document permettant d'attester la mise en place d'outils ou d'actions est pris en compte. Vous avez entendu, on a parlé un canevas, pardon, entre députés et délégués, un canevas qui sera mis à votre disposition après le webinaire. Si on en revient aux pièces justificatives, voilà, le niveau 1, c'est le niveau qui permet l'information et la consultation, parce qu'il s'agit bien de permettre d'évaluer la satisfaction des patients, donc avec la production de questionnaires de satisfaction ou de satisfaction, décidément, ou tout autre outil permettant de recueillir l'avis des usagers. Ça, c'est pour le niveau 1. Qui est rémunéré par l'ACI ou l'accord cadre. L'année suivante, si on veut rester dans ce niveau 1,
On demande une synthèse et les résultats du plan d'action ou de tous les outils qui ont permis de recueillir l'avis des patients. Et si cet outil a été révisé, ça sera de préciser comment il a été révisé. Et l'outil révisé, il devra être analysé et évalué l'année suivante. Ça, on est sur le niveau 1. Pour le niveau 2, on est dans ce bloc de collaboration et de partenariat. Donc, il faudra désigner le référent usager dans les groupes de travail ou préciser la composition du comité d'usagers ou préciser s'il y a un questionnaire de satisfaction qui a déjà été co-construit, de décrire l'apport de la co-construction ou joindre les comptes rendus de réunion. Et si l'année suivante, la structure, elle reste, pour rester dans ce niveau 2, il faut qu'elle évalue ce qui a été fait l'année précédente dans le cadre de la collaboration ou du partenariat sur la co-construction ou la co-analyse ou la co-décision. Et si le mode de collaboration, de partenariat a changé, il faudra le préciser. Et ce mode qui a été changé devra être analysé l'année suivante. Donc on est toujours dans cette histoire de pas à pas, mais de pas à pas dynamique. C'est parce que l'implication des usagers, c'est une démarche dynamique. Il faut que les pièces justificatifs je vais y arriver. Que les pièces justificatives fournies doivent concrètement démontrer l'avancée des actions. Et s'il n'y a pas d'action supplémentaire d'une année sur l'autre, comme planifier, faire, vérifier, évaluer ou réagir, il n'y aura pas de validation et pas de rémunération. On est vraiment dans une démarche dynamique et finalement, les PJ elles doivent être le reflet des actions en plus qui ont été faites d'une année sur l'autre. Voilà les précisions que je souhaitais vous donner dans les pièces justificatives. Maintenant, dans le temps qui nous est imparti, il nous reste 12 minutes. Je vais lancer dès maintenant le questionnaire de satisfaction avant que certains d'entre vous partent, parce que je l'ai fait un peu trop tardivement la fois précédente. Mais voilà, le question-réponse est ouvert. Vous avez déjà commencé à poser vos questions et je lance le questionnaire de satisfaction. Est-ce qu'il y a des réponses, mesdames, messieurs, auxquelles vous souhaitez répondre en première intention? Peut-être sur les questions qui sont posées d'ordre très opérationnel, peut-on financer un patient expert? Qu'est-ce qui lui confère le statut de patient expert? Peut-on, je ne sais plus ce que j'ai vu, euh, développer un comité des usagers? Alors ça, je vais demander aussi à André de peut-être compléter mes propos, mais il n'y a en effet pas de cadre juridique aujourd'hui proposé aux exercices coordonnés de proximité, donc aux soins primaires, quoi qu'il en soit, pour l'intégration des usagers dans un cadre de droits et de devoirs, tout comme ça l'est dans les CDU, des hôpitaux, des ESMS. Donc tout ça, c'est à co-construire. Comme il n'y a pas de cadre légal, il y a toute largesse pour le faire et en même temps, il faut faire attention à préserver les droits, les devoirs de chacun, à ce que tout le monde s'y retrouve. Et pour ça, le mieux, c'est encore de se faire, je le répète et j'en suis désolée, mais c'est une réalité, accompagner sur son projet en propre. Voilà, avoir fait une bonne exploitation des besoins, des objectifs vers lesquels on veut tendre et se faire accompagner pour border au mieux notre projet. Et c'est la meilleure des réponses que je puisse vous apporter, puisqu'aujourd'hui, chaque projet territorial conduit sur le soin primaire sera tout à fait singulier. Le jour où on aura un cadrage juridique, eh ben, on le promouvra, Merci. On en parlera en tout cas, on vous en parlera, on le fera redescendre et on fera en sorte de rentrer dans ce cadre. Aujourd'hui, il n'existe pas. Donc il faut vraiment le faire exister à l'échelle de son projet. Donc merci. Moi, je voudrais apporter quelques précisions et déjà, c'est très clair sur le cadre juridique et le fait qu'il n'y ait pas de actuellement Il n'y a pas de métier, il n'y a pas de il n'y a pas un podrome, il n'y a pas métier, de voilà. Ce qui peut aussi apporter la confusion des termes utilisés, hein, puisque aujourd'hui, nous, on parle de patient partenaire, mais effectivement, certains ont gardé comme langage patient expert, etc., puisqu'il n'y a pas de consensus là-dessus. Sur la formation, c'est un peu la même chose aujourd'hui. Il n'y a pas besoin
d'un diplôme particulier pour être patient partenaire. Simplement, effectivement, si vous voulez travailler avec un patient partenaire qui soit intégré dans une équipe d'ETP et qui réalise de l'ETP à côté, il faut effectivement qu'il ait la formation 40 heures au même titre que les autres intervenants. Néanmoins, pour mener tout autre type d'action, comme ce qu'on a pu évoquer, groupe de parole, prévention, sensibilisation, intervenir dans des comités de pilotage de projets, dans la gouvernance. Là, pour le coup, il n'y a pas de formation possible. Nous, ce qu'on aime dire, c'est que choisissez un patient partenaire comme vous recruteriez un collaborateur, quelqu'un qui ressemble à votre équipe, en tout cas, qui va pouvoir s'intégrer, qui porte des valeurs communes à celles que vous avez. Voilà, recruter une personne comme vous le feriez pour un collaborateur pour ses compétences et ses qualités de savoir-être aussi qui puissent vous convenir. Il y a certains patients partenaires qui ont des formations, puisqu'il y en a qui existent, hein, il existe des DU en particulier, mais ce n'est pas une obligation. Mm. Et pour aller plus loin, ce que tu viens de dire me fait réagir. Choisissez un patient partenaire qui vous ressemble ou pas, parce que c'est aussi voilà, les apports des choses qu'on n'attend pas. Et en tout cas, l'idée, c'est plutôt de doser. Et effectivement, il n'y a aucune formation obligatoire, mais ce qui est obligatoire, c'est certaines compétences. Il existe un référentiel de compétences du partenariat en santé que vous pouvez utiliser. Et c'est surtout réfléchir avec cette personne le plus tôt possible à quelles compétences sont nécessaires à ce que vous voulez faire ensemble. Ça pourra aussi orienter vers quoi aller. Et enfin, pour les patients qui veulent être indemnisés, etc., ça suppose qu'ils puissent l'être. Une pratique, enfin, il me semble, hein, vous me direz avec vos expériences, que la pratique la plus répandue, c'est qu'il y a certains patients qui font une micro-entreprise pour faire des prestations. Et il y a aussi énormément de personnes qui veulent contribuer sans être rémunérées. Et donc là, on base de bénévolat. Et là, il est quand même recommandé, et c'est peut-être un b.a.-ba éthique, d'au moins les défrayer, enfin au moins de rembourser leurs frais de déplacement. Mais encore une fois, c'est vraiment du cas par cas et de l'individuel. Et il faut effectivement s'adapter aux personnes, puisqu'il y en a qui ont des reconnaissances de handicap ou de maladies pour lesquelles ils reçoivent des indemnisations. Donc, il ne faudrait pas mettre en péril non plus leur seule source de revenus actuelle. Donc, c'est vrai que c'est vraiment à discuter avec la personne et chaque cas peut être individualisé. Ah, je vois qu'il y a un message, le son du webinaire a diminué. C'est revenu, en effet, à un moment donné, Famille, on t'entendait plus bien, c'est revenu. D'accord. Il y a plein de messages pour savoir où trouver un représentant des usagers. Je pense que André et Marina, si vous voulez y répondre. Oui, enfin, alors des représentants des usagers, enfin, comme l'a dit Marina tout à l'heure, en fin de compte, lorsque vous cherchez, d'abord, il faut faire attention de ne pas chercher un seul représentant d'usager. Il faut peut-être déjà en chercher plusieurs pour faire un groupe. Ça permet de faire une commission, quitte après à ce qu'il y ait un leader, entre guillemets, qui pilote cette commission des usagers au sein de la structure. Alors, comme l'a dit Marina, je veux dire, lorsque vous prenez un patient ou pour essayer de représenter les usagers au niveau local, je veux dire, il n'a pas la culture du système de santé et il n'a pas des formations pour apporter, je veux dire, cette représentation. Ce qui est différent lorsque vous allez justement chercher, comme c'est proposé dans le chat, quelqu'un qui a déjà une fonction de représentant des usagers dans une commission des usagers d'un établissement à côté, de proximité.
où en fait, là, il y a déjà une formation obligatoire. Et au niveau de France Asso Santé, on propose à tous nos représentants et à tous nos membres, et cela gratuitement, des formations sur différents sujets, y compris sur les soins de proximité, comprendre ce que c'est que les soins de proximité, les soins coordonnés, etc. Donc, en fait, c'est vrai que d'aller chercher entre guillemets, des représentants d'usagers membres d'une association agréée en santé c'est aussi une aide pour vous, en fin de compte, parce qu'ils sont formés par France Asso Santé et que s'ils n'ont pas cette formation, ils peuvent y accéder gratuitement, puisque tous les ans, il y a des formations qui sont ouvertes sur le sujet. Et peut-être que Marina, tu peux compléter si tu veux. Tout est dit, Monsieur le Président. Non, mais toutes les formes toutes les formes de participation et de représentation, pour nous, nous semblent complémentaires. C'est vrai qu'en effet, le représentant des usagers, il va apporter, de par sa connaissance du système de santé, de par sa formation qu'a abordé André, de par sa connaissance potentiellement de l'hôpital auquel il siège, juste à côté de la maison de santé ou du centre de santé, il va apporter cette transversalité, il va apporter cette connaissance, il va apporter des questionnements qu'il a déjà entendus dans les établissements de santé de proximité sur la relation, le parcours, ville, hôpital, ville, etc. Mais ce qui n'empêchera pas, en effet, à un autre moment du projet, de consulter plus un patient partenaire pour pouvoir co-construire un atelier d'éducation thérapeutique du patient, de solliciter l'association du territoire pour co-construire une journée de prévention, etc., etc. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est comme je l'ai répondu là dans le chat, et c'était tout à fait la question, merci Monsieur Gentilhomme, c'est tout à fait ça, c'est ce côté où vous savez que cette ressource usagée, elle est présente dans vos territoires de par vos associations agréées, que c'est une ressource en effet qui est formée et sur lequel vous pouvez aussi avoir un contact, on va dire, assez facilement en contactant l'établissement de santé peut-être ou l'association de proximité. Ça peut être une première approche. Qui en tout cas, ou une approche complémentaire avec toutes celles qu'on vous a abordées aussi aujourd'hui. Merci André. Merci Marina, merci André. Il y a une demande de prise de parole et je peux vous donner la parole. Ah oui, si, je peux. Madame Seguin, vous avez la parole. Si vous réactivez votre micro, oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Merci pour toutes ces interventions. J'ai une question sur la représentativité en fait des personnes qu'on choisit ou qu'on va recruter. C'est vrai que j'ai compris que c'est bien d'avoir plusieurs personnes justement pour avoir quelque chose de plus représentatif, mais c'est difficile d'être représentatif d'un territoire parce que on n'aura pas non plus 10 000 personnes qui vont se proposer. Nous, sur la maison de santé à Rodez, on a une personne qui a fait le DU de patient partenaire à la fac de médecine de Paris. Et on a des personnes qui sont volontaires pour venir travailler sur cette commission. Mais voilà, ma question, c'était comment on les choisit ou comment on veille à la représentativité. Est-ce que je peux répondre à ça? Merci, oui, Fabienne. Merci. Ouais, vous avez une fiche qui est assez clairante à ce sujet de la HAS sur représentation et représentativité. Chercher la représentativité, c'est peut-être un peu illusoire, mais pour le coup, ici, il y a besoin de combiner plusieurs choses. Il y a besoin de combiner des compétences pour participer à un projet avec des savoirs propres à chacun. Pour la représentativité, il faut des compétences pour le coup, de représentants des usagers, de consultation, d'aller chercher auprès des personnes concernées. Donc là, on est dans la partie consultation, aller chercher les avis, les visions, les différents apports et ensuite les utiliser avec toujours la perspective patient pour les intégrer dans un projet. Donc comme disait André tout à l'heure, de façon générale, il est utile
collaborer avec un maximum, la plus grande diversité possible de personnes et après sur des projets spécifiques, aller chercher des compétences particulières pour en fait alors j'allais dire une collaboration, ça va pas parce que c'est un des niveaux de l'engagement, mais une coopération pérenne en partenariat. Moi, c'est ce que je dirais. Et je vous laisse rajouter. D'accord. mon collègue. Merci. Merci pour la question, merci surtout pour la réponse. Il est 14h01. J'ai vu qu'il y avait une autre question très intéressante, mais on a dit qu'on terminait à 14h. On la traitera par ailleurs. Je ne sais pas si vous avez mis, Ariane Salomé, de quel organisme vous étiez, si vous pouviez le rajouter. En tout cas, je voulais vous remercier, de votre participation, des panélistes, de la participation des panélistes, puisque la dernière question sur la satisfaction et sur le questionnaire de satisfaction était si vous n'êtes pas encore engagé dans la démarche qualité suite au webinaire, envisagez-vous de vous lancer? Donc, il y a eu 34 répondants et visiblement, vous avez été assez efficaces, mesdames et messieurs, puisqu'il y a 41% qui disent oui, certainement. 50% oui peut-être et 9% non pour le moment. Donc en tout cas, merci d'avoir joué le jeu. J'enverrai à chacun des panélistes le diaporama et le replay. J'enverrai aussi le panorama et le replay à chacun des ROC pour le réseau des ROC. En tout cas, je vous remercie de votre participation et je vous dis à bientôt peut-être sur d'autres sujets. En tout cas, bon après-midi à tous. Au revoir. Merci. Merci à Merci, tous. au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.